Et donc, je vais demander à Mathieu Vermeulen, Jean Heut et Katia Kelneck de me rejoindre. Frédéric Artus, on reste ensemble. Et pour compléter cette table ronde, je vous remercie d'accueillir Emmanuel Duflot, qui est directeur de Centrale Lille et qui est également coordinateur de l'innovation pédagogique pour la Fondation. Bienvenue. Je vais me mettre ici. S'il vous plaît. Alors, Emmanuel Duflot, vous le disiez à notre enquêteur tout à l'heure, de nouvelles méthodes pédagogiques sont lancées. Les enseignants et les étudiants doivent se les approprier. L'innovation passe inévitablement par l'acquisition de nouvelles compétences. C'est la base ? L'innovation, oui, enfin, l'innovation, nouvelles compétences. L'innovation, c'est finalement, ce qui est intéressant, c'est de replacer l'innovation pédagogique, je pense, dans le processus d'innovation générale. Parce qu'une innovation pédagogique, c'est avant tout une innovation. C'est s'approprier, c'est effectivement regarder toutes les différentes briques qu'il peut y avoir un peu partout autour de nous, de manière à les assembler pour créer une innovation. Aujourd'hui, on est submergé, en tout cas, on a énormément dans notre environnement de possibilités de voir ce que sont les innovations pédagogiques. Je parle effectivement de tout ce qui est neurosciences, tout ce qui va être sciences de l'éducation, le numérique, il y a énormément de revues sur les expérimentations pédagogiques. Donc on est submergé finalement par un flot d'informations directement ou indirectement liées à la pédagogie. Et finalement, l'innovation pédagogique, c'est une innovation, c'est ouvrir l'esprit de manière à capter toutes ces briques, de manière à pouvoir générer quelque chose qui est quelque chose de nouveau. Vous avez une vision assez structurée de la manière d'avoir ce regard d'innovation. Quand on a préparé cet échange, vous m'avez décliné ça en 5 points. Mais c'est bien parce que c'est assez méthodique du coup. Oui, c'est méthodique. Alors en fait, ce n'est pas que l'innovation pédagogique. On parle souvent d'innovation, innovation pour l'entreprise, innovation pédagogique, mais finalement, l'enseignant-chercheur, c'est aussi un innovateur. Aujourd'hui, dans l'entreprise, on appellerait ça un intrapreneur finalement. Et donc, oui, les différents points qui permettent de soutenir l'innovation pédagogique, qu'est-ce que c'est ? Ça va être le questionnement. On commence effectivement, comme tout innovateur, à se dire voilà, comment est-ce que je peux faire mieux les choses ? Comment est-ce que les étudiants vont mieux apprendre? Comment est-ce que je peux faire plus vite ou plus loin et mieux? Donc il y a tout ce questionnement finalement qui est à la source de toute innovation. Ensuite, il y a l'observation. Et ce qui est extraordinaire dans le milieu dans lequel nous sommes, c'est que nous avons de multiples possibilités pour observer. Un enseignant-chercheur a la possibilité de se déplacer, des conférences, professeurs invités, donc de multiples possibilités pour observer. Et après, de manière, le point suivant pour un innovateur, c'est associer. Comment est-ce que je fais pour associer toutes ces observations? Il y a un certain nombre de prix qui sont liés au jeu sérieux. Le jeu sérieux, c'est le jeu déjà. Le jeu sérieux qui existe depuis le XVIIIe siècle à peu près, je crois, qui n'a pas besoin de numérique, si ce n'est que quand on l'ajoute à ce que va appeler le numérique, on va trouver effectivement tous les jeux sérieux que l'on va pouvoir trouver en soutien à cette innovation pédagogique dans ce domaine-là. Les 2 derniers points, c'est également le networking, c'est finalement, je parlais de l'observation, c'est s'ouvrir, c'est regarder dans les réseaux ce que l'on peut avoir. Et de nouveau, l'enseignement supérieur, la recherche permettent de favoriser ce networking, tous les collègues que l'on peut voir à l'étranger, l'adaptation que l'on peut effectivement avoir. Et ensuite, dernier point, c'est l'expérimentation. Et là, de nouveau, je pense que ce qui fait, alors je ne sais pas si notre particularité, mais notre chance dans l'enseignement supérieur, c'est que l'enseignant-chercheur, l'enseignant a la liberté pédagogique justement. Il a la liberté d'expérimenter ce qu'il va pouvoir faire. Et sur ce dernier point, peut-être pour ceux qui pourraient avoir quelques réticences, on peut non pas avoir un échec, mais on peut se tromper. Et se tromper, ça permet également de faire le lit des prochains succès de ce que l'on va faire. Donc tout ça pour rappeler que l'innovation pédagogique, c'est un processus d'innovation, c'est un processus qui crée effectivement de la valeur. Mais du coup, on ne parle pas vraiment de compétences, mais plutôt d'une posture, c'est ça ? On parle effectivement d'une... Alors, il faut des compétences. Oui, on fait effectivement l'innovation pédagogique. Mais ça passe aussi par un changement de posture. Il faut des compétences. C'est effectivement
peut-être pas avant tout, mais également, vous avez raison, un changement de posture. C'est s'ouvrir l'esprit de manière à capter ce flot pour une transformation des différentes briques pour faire quelque chose de nouveau. Et peut-être également avoir finalement confiance en soi, confiance en ce qu'on peut faire pour créer quelque chose de nouveau. Oui. Et est-ce que l'ouverture à l'international, et du coup les cultures qui vont se brasser, peuvent être favorables à ce développement d'une autre manière d'aborder l'innovation? Clairement, oui. Le droit à l'erreur, par exemple, c'est pas forcément ancré dans notre culture à nous, professionnelle, etc. Le test and learn, etc. Oui, vous avez entièrement raison, effectivement. Cette ouverture à l'international et ce contact à l'international que l'on a naturellement est une source, effectivement, qui permet de développer l'innovation pour alimenter l'observation dont je parlais tout à l'heure et le changement culturel également. Vous avez entièrement raison. Je pense qu'en France, on voit encore l'échec comme quelque chose qui n'est pas bien, finalement. Moi, je suis persuadé qu'au contraire, de l'échec va se créer les succès de demain. Donc, merci Emmanuel Duflot. Donc, des compétences, oui, mais aussi un changement de posture. D'accord. Frédéric Artus, vous faisiez partie du jury pour la remise des prix d'excellence pédagogique. Quels sont les piliers de l'innovation pédagogique selon vous et quels sont les critères qui ont été décisifs pour le jury et attribuer justement ces prix? Alors, les critères, c'était vraiment de retrouver dans les projets ce qu'on appelle la triangulation, c'est-à-dire qu'il fallait qu'il y ait des moyens innovants qui soient mis au service d'objectifs pédagogiques évaluables. Et donc, quand on avait ces 3 piliers, on avait déjà un beau projet. Et puis, quand on avait un projet construit avec des partenaires réflexifs qui se posent des questions, qui avancent pas à pas, comme on le fait souvent dans les projets pédagogiques, et bien là, on a vraiment des projets d'excellence, et les 10 projets qui ont été primés, même si les 28 autres étaient vraiment tous de qualité, prouvent qu'il y a vraiment un gros travail derrière. Et donc, ce sont des projets qui sont en route déjà depuis pas mal d'années. Oui, parce que je rappelle, vous avez reçu 38 ou 39 projets, enfin dossiers en tout, hein, c'est bien ça. Donc, voilà, c'est ça. C'est aussi... Oui, c'est un beau signe. Oh non, c'est très impressionnant. Donc, je tiens à dire que les objectifs de ce grand projet qui nous réunit ce soir, ils sont quand même déjà bien aboutis. Alors, qu'est-ce qui les caractérise, ces projets qui ont été sélectionnés? Leur caractère innovant, justement, ouais. C'est l'objectif de ce prix. Et donc, ils sont primés parce qu'ils ils répondent vraiment aux objectifs pédagogiques qu'ils se sont fixés avec des moyens, qu'ils soient numériques ou pas, hein, parce qu'on a des projets qui travaillent énormément en présentiel, où on met l'étudiant acteur, voire auteur de ces apprentissages, et c'est vraiment ce qu'on cherche à faire pour qu'ils puissent acquérir des compétences qu'ils vont pouvoir développer par ailleurs dans le domaine professionnel par la suite. Alors vous me disiez, quand on préparait cette table ronde, que la mise en œuvre de ces projets nécessitait de mettre des moyens importants en matière de ressources humaines, d'autres moyens pour aboutir et pour justement devenir quelque chose de concret. Bien sûr, et vous l'avez vu, les lauréats, pour la plupart, ne sont pas montés seuls sur scène. C'est un véritable travail d'équipe qui demande des compétences assez diversifiées, que ce soit des compétences techniques, des compétences pédagogiques, des compétences scientifiques en matière de recherche. Il faut savoir que l'innovation pédagogique est devenue un champ de recherche très important. Et Jean-Eudes, qui est à côté de moi, va pouvoir vous en dire plus, puisqu'il est au cœur de ce champ de recherche. Et donc, ça demande énormément de compétences en matière de diversité de personnes, mais aussi en temps. Parce que, comme on vient de le dire, on est dans un secteur d'essai-erreur. Ce qu'on ne permet pas toujours aux apprenants, mais les enseignants, ils sont obligés de passer par là pour pouvoir avancer dans ce domaine. Merci Frédéric Artus. Donc, justement, on a la chance d'avoir 3 lauréats avec nous aujourd'hui pour nous faire partager avec nous un retour d'expérience. Donc, je vais commencer par vous, Mathieu Vermeulen. Vous êtes donc lauréat de 2 prix en innovation, si je ne m'abuse, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Votre micro, oui, ouais. C'est bon, ça marche. Donc, oui, donc c'est ça. Vous allez nous emmener un petit peu dans les sommets. La recherche, c'est aussi prendre de la hauteur. Je vous raconterai le jeu de mots après, vous comprendrez et vous m'excuserez par avance. Quels sont les 2 projets qui vous ont permis d'être lauréat? Alors, le premier projet, c'est les Alpes, donc les approches agiles pour l'enseignement supérieur, d'où la hauteur.
Et un second projet qui est affiché maintenant, et vous avez vu que c'est un rapport aussi, qui s'appelle Les Experts, qui est étude de cas scientifiques pour l'expertise et la recherche, qui sont des jeux sérieux, une famille de jeux sérieux. Ce qu'on appelle les serious games, un petit peu dans les médias plus généralement, mais des jeux sérieux. On les appelle même learning game dans ce cas-là, Oui. puisque le but c'est bien de favoriser l'apprentissage, la formation, etc., ou à être utilisé dans l'enseignement. Voilà, donc 2 projets qui ont déjà quelques années. Quel est l'objectif poursuivi au travers de ces projets, de vos recherches, avec ces learning games, ces jeux sérieux? Notre objectif en termes de recherche, c'est de placer l'enseignant-chercheur au cœur de l'innovation. Donc on va toujours placer l'enseignant-chercheur comme moteur de ces travaux, et c'est principalement eux qui fournissent le travail autour des jeux sérieux ou autour des dispositifs pédagogiques au travers d'une méthode qui s'appelle le méta-design et qui fait travailler les enseignants à la fois à la co-conception des outils, mais aussi à l'analyse des usages. Et ce sont eux qui font l'analyse des usages, ce qu'on appelle aujourd'hui les learning analytics, par exemple. D'accord, donc sur toute la chaîne de valeur du projet, y compris post-lancement pour analyser les usages. C'est peu le cas encore aujourd'hui dans le domaine de l'enseignement? En général, on a tendance à considérer, par exemple, les learning games comme des produits finis, c'est-à-dire qu'ils sont livrés. Or, il faut faire une amélioration continue de ces produits parce que chaque rentrée, chaque utilisation va être l'occasion d'analyser des usages avec un public différent, des étudiants qui varient sur leur façon de travailler, leurs usages du numérique, par exemple. Ça, on l'a bien vu ces dernières années. Et donc, au travers de cette amélioration continue, on va améliorer les dispositifs, améliorer les contenus, améliorer les supports. Et c'est ce qu'on fait avec les Alpes, qui ont déjà 4 ans d'existence, ou les Experts, qui ont 5 ans d'existence. D'accord. Les Experts, c'est ce qu'on voit à l'écran, là? C'est ça? Est-ce que vous pouvez nous dire, voilà, mettez-nous dans la peau de quelqu'un qui a un objectif, justement, pédagogique, etc. Alors c'est très simple, hein. Ici le cas des Experts, c'est vraiment mettre l'étudiant dans un cas réel. Donc ici vous avez un cas réel qui se passe au barrage des Mossons, dans les Alpes. On a été là-bas, on a été rencontrer les équipes et ils nous ont fait part de ce qui se passe là-bas quand on est ingénieur, et on veut mettre les étudiants dans une situation professionnelle, c'est-à-dire vraiment comme ingénieur, pas avec des problèmes, mais vraiment avec il faut résoudre un cas, voilà, la conduite va exploser, il faut absolument éviter que Zurich soit noyé sous 2 mètres d'eau, qu'est-ce qu'on fait? Il faut travailler, et on a un certain temps pour le faire. Il faut rencontrer des gens, il faut poser des questions, il faut, etc., etc. Puis on fait passer des messages sur la méthodologie, sur la sécurité, tout un tas de choses comme ça. Vraiment une conduite professionnelle. Alors, quel succès remporte aujourd'hui ou génère ces dispositifs, ces modules, quelque part, ces jeux sérieux? Ça marche? Alors, ça marche. Disons que l'évaluation en formation, c'est compliqué. Ouais. Il se trouve que là, on a quand même un certain nombre de succès. On voit que nos étudiants maîtrisent des choses, et puis surtout les Experts, c'est utilisé par pas mal d'établissements en France, les Alpes aussi d'ailleurs. Donc aujourd'hui, ça a dépassé le territoire largement, métropolitain, régional. Largement. Les Alpes, d'abord c'est le travail d'un enseignant-chercheur qui s'appelle Yannick Laval, qui aujourd'hui est à Lyon, et de fait, en partant avec son projet, il a aussi essaimé. Et puis nous, on continue à le faire vivre à l'IMT Lille-Douai. Il est utilisé dans d'autres écoles en France, y compris à Mines Saint-Étienne, par exemple. Vous avez pu estimer à peu près combien d'étudiants les ont utilisés? Je dirais qu'aujourd'hui, on doit être pas mal, autour de 4000, entre 4000 et 5000 étudiants au tout, sur l'ensemble des partenaires et des utilisateurs des Alpes, par exemple. Pour les Experts, ça doit être à peu près pareil, avec une première école qui était Mines ParisTech à l'époque, qui avait testé l'outil. D'accord, je reviendrai vers vous après pour vous exprimer sur vos besoins ou les perspectives du projet. Jean-Eudes, oui. On parlait de vous, je vous voyais hocher la tête, vous connaissez bien le sujet aussi apparemment. Quel est le projet? Sur quel projet portent vos recherches, et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous avez été lauréat de ce prix d'excellence? Alors aujourd'hui lauréat parce que j'ai la chance d'avoir repris la direction du pilotage d'un master, donc ingénierie pédagogique multimédia et recherche en formation d'adultes. Mais en fait c'est un master qui va bientôt fêter ses 30 ans d'existence, et qui a été le premier master en 3e cycle universitaire, enfin diplôme, pardon, parce qu'à l'époque, ce n'était pas des masters, en 3e cycle universitaire, à avoir comme en fait, champ de recherche et d'application l'innovation pédagogique. Je dirais que pour beaucoup ici, la question, c'est l'innovation pédagogique avec le numérique. Nous c'est plutôt comment former à la pédagogie de l'innovation avec le numérique. Et surtout, je dirais qu'historiquement, l'équipe Trigone à l'Université de Lille
C'était la première équipe qui a été fondée dans les années 80, qui réunissait des informaticiens, des chercheurs en sciences de l'éducation. Et donc finalement, le résultat de la multimodalité du dispositif du master que nous avons actuellement mis en œuvre, c'est le résultat de 30 ans de recherche fondamentale à visée pragmatique sur l'innovation pédagogique avec les technologies. C'est-à-dire qu'au-delà d'être un champ de pratique, chez nous, c'est aussi un champ de recherche fondamentale. Ça aboutit à quoi aujourd'hui ? Alors, ça aboutit à un dispositif qui permet de délivrer le même diplôme avec 3 modalités de formation. Donc, une modalité en présentiel tout à fait classique qui a été mise en œuvre dans les années 90. Une modalité totalement à distance qui a été mise en route autour des années 2000. Et là, maintenant, on est sur une modalité hybride qui alterne entre des regroupements en présentiel et des formations et des activités à distance. Alors, ce qui est important, c'est que ce n'est pas 3 diplômes, c'est le même diplôme, la même maquette qui est développée avec 3 modalités de formation, ce qui permet de s'adapter aussi aux besoins des étudiants, mais aussi aux besoins des entreprises. Puisque l'engouement, notamment pour la version totalement à distance, est quelque chose qui explose totalement. On a un peu de mal à suivre d'ailleurs, tellement on a de demandes. Juste pour indiquer, on a des étudiants, puisqu'on parlait de l'insertion professionnelle, en Hauts-de-France, ça a l'air d'inquiéter les gens, et ils ont raison. Nous, on a des étudiants qui négocient un CDI avant la convention de stage. Voilà. C'est pour montrer un taux d'insertion professionnelle qui fait que 80-90% le jour de la soutenance ont le CDD ou le CDI, et un essaimage qui a été évoqué par certains d'entre vous, qui fait qu'on a quand même quelques centaines d'étudiants qui traînent à droite et à gauche. Et bon, je disais un peu de façon taquine, mais j'étais remis à ma place, que la plupart des projets qui sont présentés ici, alors, ne sont pas à l'initiative, on est d'accord, pas tous, mais un grand nombre sont à l'initiative. Enfin, nos étudiants ont contribué au développement, à la mise en œuvre, voire au pilotage, n'est-ce pas Mathieu, d'un certain nombre de projets qui sont ici. Donc on peut se réjouir. Et puis l'accompagnement par la recherche des concepteurs, alors je pense notamment au travail fait depuis quelques années avec Rémi Bachelet autour du MOOC gestion de projet, qui est à la fois aider les concepteurs, mais en même temps construire des modèles qui permettent de comprendre comment apprennent les étudiants dans ces environnements. Et notamment le fait que les environnements massifs multi-apprenants, comme des MOOC par exemple, en fait c'est l'équivalent d'un cyclotron pour les SHS. Puisqu'on peut vérifier des modèles théoriques de l'apprentissage comme on ne pouvait pas le faire précédemment, notamment en raison de la quantité de données que l'on peut récupérer qui nous permettent de vérifier en fait l'adéquation des modèles théoriques à la réalité des données. Et donc c'est vraiment quelque chose qui permet de produire, c'est pour ça que j'insiste sur la recherche fondamentale, et au niveau de notre équipe, on a contribué par exemple à développer pratiquement plus d'une dizaine d'outils de mesure spécifiques des effets des dispositifs de formation, qui sont des outils psychométriques qui sont maintenant valides, même au niveau international. Et ça, on ne pouvait pas le faire avant, tant qu'on n'avait pas la possibilité de pouvoir collecter aussi rapidement, dans des conditions inégalées, autant de données à la fois. Combien d'étudiants ont aujourd'hui utilisé ces différentes modalités que vous proposez en termes de dispositifs de formation? Alors là, on est monté en puissance puisqu'on est à plusieurs centaines par an sur chaque promo, notamment avec un très gros développement puisqu'on a pratiquement 4 promotions à distance en parallèle. Mais si, je pense que j'ai oublié de faire le compte. Je n'ai pas pensé que vous alliez poser la question, mais je pense qu'on est autour de 2 à 3 000 étudiants cumulés depuis l'existence du master. Comment en vous tant dites que tel. 2 à 3 000 étudiants. Étudiants cumulés sur pardon. l'ensemble. Oui, pardon. Cumulés. Si on ajoute tout le monde bout à bout. Promotion après promotion. Ça va? Parfaitement Je l'ai bien. articulé correctement? Parfaitement bien, merci. Vous êtes rassurés? 272 en 2017-2018. Oui, parce que là, ça. on a plusieurs Oui, promos qui se croisent avec un effet de bord, puisque à distance, on est sur des formations qui se font sur 18 mois. Donc il y a un moment où il y a un chevauchement qui fait que d'ailleurs, on ne sait plus trop où on a la tête. Je reviendrai vers vous tout à l'heure pour évoquer les perspectives. Katia Kelneck, donc, on parlait de jeux sérieux, vous avez aussi hoché la tête tout à l'heure parce que vous êtes en plein dedans avec votre projet. Est-ce que vous pouvez nous présenter Profitroll, c'est ça? Ça donne envie déjà. Merci, bravo pour le storytelling. Et Mosaïque. Oui, donc Profiterole, ça veut dire pratique officinale et jeu de rôle. C'est un projet qui a été initié en faculté de pharmacie à l'Université de Lille pour répondre à un besoin de professionnalisation des étudiants,
pour pouvoir les mettre en situation avant la rentrée dans la vie active. Et donc ce projet en fait a 2 phases. Une phase en ligne à travers un jeu sérieux justement, pendant lequel les étudiants sont mis en situation dans une officine virtuelle. Ils rencontrent des patients avec différents cas. Et ensuite, ils sont mis en situation en présentiel dans l'officine pédagogique, où là, ils sont tour à tour, soit pharmaciens, soit patients, soit observateurs, pour justement confronter ce qu'ils ont mis en œuvre, les compétences mises en œuvre pendant le jeu en ligne, en présentiel, et puis avec des phases de débriefing après avec les équipes enseignantes. Et donc ce projet a été initié en 2013, a eu les premières promotions de joueurs et de mise en situation en 2014. Et suite à cela, comme le jeu fonctionnait assez bien, il y a eu 2 évolutions. Une première, des collaborations avec d'autres universités en France qui ont été intéressées pour réutiliser le jeu et qui sont à l'étude pour peut-être aussi réutiliser la mise en situation en présentiel. Et puis, on a réussi à extraire un moteur de ce jeu sérieux pour pouvoir le décliner dans d'autres domaines, donc à la faculté de droit pour faire un cabinet d'avocats. Oui, donc à partir d'un modèle, donc c'est duplicable à d'autres corps de métier, d'autres domaines professionnels. C'est ça, tant qu'on veut simuler la mise en situation professionnelle, donc en droit et à l'ESP pour la gestion de la classe en collège et lycée. Mosaïque, maintenant ? Donc voilà, justement, oui. Mosaïque, c'est le moteur de jeu qui a été extrait. Donc là, ce projet, on va dire qu'il a plutôt 2 ans, avec une mise en situation déclinée en droit à l'ESP, et puis des nouvelles collaborations qui sont à l'étude, soit au niveau de l'Université de Lille, mais une aussi avec l'Université d'Amiens. Un premier bilan sur le volet pharmacie, vous avez déjà des chiffres ? Oui, donc le bilan est très positif. Les évaluations au niveau des étudiants est assez positif. On a utilisé un système d'évaluation qui a été reconnu par la Haute Autorité de Santé sur le modèle Kirkpatrick, justement pour voir si ces mises en situation cumulées avec un jeu aboutissaient. Donc les premières évaluations sont positives, mais il faudra aller jusqu'au bout de la chaîne, aller après l'évaluation des mises en place pendant les stages, pour voir si effectivement il y a une amélioration. Et puis je pense que la reconnaissance par les pairs, d'avoir les autres universités qui nous contactent pour réutiliser le jeu, est aussi une belle reconnaissance. Très bien. Alors on avait prévu de montrer un petit teaser, mais on n'aura pas le temps, mais on fera en sorte avec ICITU LNE de le mettre à disposition peut-être par le site, on verra, parce que c'est assez parlant finalement. Combien d'étudiants potentiels ? Vous m'avez donné un chiffre quand même important quand on a échangé sur ce projet. Oui, alors il y a aujourd'hui à peu près 250 étudiants par an juste pour la pharmacie, mais après au niveau de l'ESP, ils visent à peu près à 1000 étudiants à partir de septembre, donc ils seront échelonnés durant l'année, et donc c'est vrai que ça donne un potentiel assez important. D'accord. C'est 5 000 € par prix. Qu'est-ce qu'ils vont vous apporter ? Alors nous, on est une équipe, donc je vous avais donné une réponse plutôt individuelle. Je sais que la décision va se prendre en équipe aussi, mais c'est vrai qu'on aimerait pouvoir faire des évolutions sur le moteur de jeu. Il y a des choses assez intéressantes à explorer. En tout cas, sur la partie 3D, on peut apporter des améliorations. On a des projets autour des Learning Analytics, ça pourrait aussi être une piste. Les Learning Analytics, dites-nous-en un tout petit mot. Donc très rapidement, c'est tout ce qui concerne l'analyse des traces d'apprentissage, et donc en vue après de peut-être adapter justement le parcours des apprenants, et le moteur de jeu tel qu'il a été conçu initialement dès le départ, c'était pour pouvoir récupérer toutes ces traces, et donc maintenant la phase d'analyse est la phase suivante qu'il nous faut explorer. Mathieu Vermeulen, les perspectives, en quoi ce prix va vous aider ? Alors essentiellement pour faire des collaborations. Avis aux amateurs, on est aussi là pour faire naître des vocations éventuellement. Le but, c'est de faire naître des collaborations. On a l'intention de faire des séminaires sur les Alpes, de se déplacer, de faire connaître la philosophie, par exemple, de ce projet. Et puis, pour les experts, on a aussi la volonté de récompenser le travail des enseignants qui se sont investis. Et juste un petit mot, il faut se rappeler que ce n'est pas toujours pris en compte dans leur carrière. Donc, voilà, nous, on tient à ce que les enseignants qui font de l'innovation pédagogique, ce soit quelque chose de reconnu, et c'est très important. D'accord. Jean Heut, très rapidement s'il vous plaît, en termes de perspective. Très rapidement. En fait, le véritable élément important, c'est de préparer le coup d'après, bien sûr, c'est-à-dire la réponse au prochain appel à projet sur l'innovation, sur la formation et l'innovation pédagogique. Et donc, le premier objectif ici, c'était d'abord de signaler qu'on est là, qu'il se passe des choses, qu'on est disponible, qu'on travaille depuis une trentaine d'années là-dessus, et qu'on peut accompagner aussi bien les mondes socio-économiques
que l'évolution même des pratiques pédagogiques dans l'université, dans l'ICIT, notamment du côté de l'évaluation des manières d'apprendre et des apprentissages des étudiants, puisque c'est un champ de recherche, ça aussi, d'accompagner les concepteurs de dispositifs et donc de pouvoir créer, grâce au prochain appel au projet, on espère, la fabrique des formations, qui serait un lieu de formation à l'innovation pédagogique, qui pourrait servir aussi bien en interne pour les ingénieurs pédagogiques ou pour les enseignants, mais aussi pour permettre à nos étudiants de monter des projets avec des entreprises pour favoriser en fait la convergence ou la mutation digitale dans les universités, dans les établissements, pardon, excusez-moi, puisqu'on travaille déjà avec certains grands groupes comme Airbus, alors Decathlon, on n'a pas eu l'occasion, mais je sais qu'ils vont en parler bientôt, c'est pour ça. Mais avec Noroto, avec Groupe Mullier, voilà, Airbus, on a plein de projets avec des entreprises et des groupes industriels. Très bien. Et avec donc aujourd'hui un interlocuteur, la Fondation ICIT ULNE, qui peut justement jouer ce rôle aussi de mise en relation. Ça, c'est formidable. Merci à vous, merci beaucoup, on peut encore les remercier. Laissez-moi vos micros. Passez par devant pour rejoindre vos places, merci beaucoup. Alors, on va aborder maintenant un autre plot stratégique du projet ICIT ULNE. Vous l'avez vu peut-être tout à l'heure ou vous l'avez entendu, il y a déjà 190 entreprises qui sont partenaires, parties prenantes de ce projet. Évidemment, la recherche, elle n'a de sens que si à un moment donné, elle est valorisée et elle trouve des champs d'application dans l'économie. Notre enquêteur est allé justement rencontrer une de ces entreprises dont l'innovation, on peut le dire, hein, ce n'est pas un secret, dont l'innovation est un peu inscrite dans l'ADN. Retrouvons-le immédiatement. Bonjour Monsieur Abad, je tenais à vous rencontrer parce que vous représentez une entreprise qui est partie prenante dans le projet ULNE. Quelles seront les opportunités pour ces entreprises? L'opportunité de devoir regrouper les forces d'innovation et de recherche sur la région. Et notamment les 3 hubs semblent très très clairs donc, pour nous aider à comprendre comment se diriger lorsqu'on souhaite faire de la recherche et innover. Les 3 hubs qui sont Le hub santé, le hub planète et le hub digital. D'accord. Et les attentes de ces entreprises, elles seront de quelle nature? Je pense que les entreprises, ce qu'elles souhaitent, c'est que ça soit très simple. Donc plus les dispositifs seront faciles à comprendre, mieux ça sera pour nous. Par exemple, un guichet unique, un point de convergence pour exposer nos besoins, nos demandes, ça pourrait être quelque chose qui nous aide. D'accord, donc c'est ainsi que les entreprises vont tirer profit de ces transformations, d'une certaine façon. Oui. Donc après, il y aura plusieurs moyens. C'est vrai que ces convergences, cette simplification, ça va nous aider. Après, pour tirer profit, il y a plusieurs dispositifs, mais il y a des entreprises qui le font déjà. Donc ça peut être des chaires, ça peut être également des Fab Labs, où c'est des lieux de rencontre où chacun fait émerger des idées. Des forums aussi de rencontres, pourquoi pas pour le recrutement. Et puis, c'est l'opportunité aussi d'accueillir des stagiaires à forte valeur ajoutée ou encore des thèses, c'est-à-dire des futurs chercheurs qui pourront nourrir les équipes et faire émerger de l'innovation. Donc, il y a des dispositifs aussi qui sont assez aidants, comme les thèses CIFRE. D'accord. Moi, il y a un dernier point que j'aimerais découvrir, c'est comment est-ce qu'on va donner de la visibilité à cette future université? Peut-être que vous avez quelques noms à me donner, je ne sais pas. Oui, je vous propose d'appeler Madame O'Connor. Je pense qu'elle va vous aider. Voilà son numéro. D'accord. C'est parfait. Merci. Quand même, hein, il est fort, qu'est-ce que vous en pensez? À chaque fois, il arrive à avoir des nouvelles coordonnées. Donc, on va tout de suite découvrir les lauréats de la partie prématuration, parce que la valorisation d'entreprise passe par la prématuration. Donc, pour m'aider à remettre ces prix, je vous remercie d'accueillir Sophie Tison. Merci de me rejoindre, Madame Tison, donc, qui est coordinatrice des relations entreprises pour la Fondation ICIT ULNE. Également Lionel Pujol, qui est président de la SAT Nord. Merci de l'accueillir. On va bien se mettre devant tout de suite, comme ça, on sera dans la lumière, vous serez dans la lumière, s'il vous plaît, avancez à côté de moi. Donc vous allez successivement appeler les lauréats en prématuration. Je vous donne un micro, ça ira beaucoup mieux, s'il vous plaît. Bonjour à tous.
Donc peut-être juste un petit mot, comme ça a été dit, très court. L'appel à prématuration a pour objectif de favoriser, d'accélérer, d'amplifier la valorisation de la recherche académique d'excellence développée dans les sites pour qu'elle soit utile à la société et au développement économique du territoire. Donc nous allons appeler les 8 lauréats. Donc ce que je veux quand même dire aussi bien sûr, c'est que cet appel a été conçu avec la SAT Nord. Donc merci à Lionel de nous accompagner ce soir. Donc c'est vraiment un appel qu'on a co-construit ensemble et qu'on a suivi ensemble. Et la SAT continuera à suivre les projets qui ont été sélectionnés. En toute objectivité, pardon. Nos lauréats. Je vous en prie, allez-y. Je peux commencer à appeler les personnes. Donc, nous allons commencer par M. Michael Baudouin de l'IEMN. Alors, ça permet de dire qu'on le connaît bien, puisqu'il y a au moins 2 projets sur lesquels nous travaillons. Voilà, donc, un petit mot sur le projet, peut-être. Donc, vous travaillez sur l'objectif du projet, c'est développer un prototype de pince acoustique. Je pense qu'on traduit comme ça. Et on en parlera juste après en table ronde. Et donc, vous rejoindrez tout à l'heure. OK. On a compris, il faut aller vite. D'accord. Bon, voilà. Pas dévoiler, surtout sur les ruptures technologiques. J'entends des estomacs qui commencent à gargouiller dans la salle. J'appellerai ensuite M. Christophe Biot de l'UGSF. Bienvenue à lui. Donc, bonjour et félicitations. Donc, c'est pour le projet Click and Fret, qui a pour objectif le développement d'un outil innovant de bioimagerie pour tracer, si j'ai bien compris, les protéines sous différentes formes, et en particulier avec des applications dans la médecine de précision. Merci. Donc maintenant, place à la chimie. J'appellerai M. Michael Capron de l'UCCS. Donc pour un projet cette fois-ci sur le hub 2, sur le hub Planète, pour permettre de trouver des solutions alternatives à l'exploitation des ressources fossiles. On peut... Merci. J'appellerai ensuite M. David DeVos de l'INSERM 1171 CHU de Lille. Et de l'Université de Lille. Il en manque une. De l'Université de Lille, CHU de Lille. Donc pour un projet sur le hub santé, donc sur une nouvelle biothérapie pour les maladies neurodégénératives, pardon, c'est bien ça. Merci. Enfin une dame, j'appellerai Madame Isabelle Fournier de Prisme. Donc, qui nous rejoindra tout à l'heure, je pense, pour la table ronde, et donc il aura l'occasion de nous parler un petit peu de son projet. Merci pour le... Merci. On a compris le message, on a compris le message. Retour au spécialiste de la chimie, j'appellerai Monsieur Benjamin Catrignoc de l'UCCS. Donc pour le passage à l'échelle de la synthèse de l'alcool allylique à partir du glycérol, donc toujours sur le hub 2, toujours sur le même challenge, pour trouver des solutions alternatives à l'exploitation des ressources fossiles. Avancez-vous dans la lumière, s'il vous plaît. Mettez-vous. Merci. Bon, j'appellerai maintenant son voisin de bureau, probablement M. Sébastien Paul de l'UCCS. Donc, effectivement, toujours sur un projet autour de la solution alternative à l'exploitation des ressources fossiles. Donc, un petit peu plus, mais je pense que tu nous rejoindras, Sébastien, dans la table ronde, donc tu auras l'occasion éventuellement d'en parler un petit peu. Et enfin, l'IEMN ayant ouvert le débat, on va le finir avec encore l'IEMN. J'appellerai M. Nicolas Tiercelin. Donc pour un nouveau concept de mémoire non volatile, ultra basse consommation, dans le Hub 3. Bravo, félicitations. On va tout de suite prendre la fameuse photo souvenir sous l'écran, s'il vous plaît. Recentrez-vous un tout petit peu. Je propose qu'on ait le trophée de la rapidité. Ah oui, bah écoutez, là, je vous l'aurai, je vous le désigne sans problème. Peut-être de part et d'autre des lauréats, ou en tout cas, voilà. Merci. Et je vais demander, justement pour la partie table ronde, à Isabelle Fournier, Michael Baudouin et Sébastien Paul de rester avec moi. Merci beaucoup Sophie Tison pour votre contribution efficace et rapide à cette remise. Et donc, Monsieur Pujol, vous restez également avec moi pour la table ronde. J'appelle aussi, pour compléter cette table ronde, Monsieur Alexandre Abad, qu'on a vu sur la vidéo, donc, qui est de Décathlon. Est-ce que Monsieur Abad est là? Merci. Et bienvenue. Alors, il n'y a pas de micro pour tout le monde, mais presque, hein, vous les passerez.
Alors, Lionel Pujol, quel est le rôle de la SAT dans le dispositif ICIT ULNE et quelle est votre vision sur cette notion de, comment dire, de relation avec les entreprises? C'est un sujet vaste. SAT, c'est un acronyme pour Société d'accélération de transfert de technologie. Nous, on a une mission en fait, qui nous a été donnée par un certain nombre d'établissements de recherche, qui sont aussi nos actionnaires, puisque nous sommes une société par action simplifiée. Notre mission, c'est de maximiser l'impact socio-économique des résultats de recherche issus de leur laboratoire. Et on fait un métier formidable que les anglo-saxons disent de franchir ces résultats de recherche, ce qu'on appelle la vallée de la mort. Et oui, ça fait peur. Dans le fond de la vallée de la mort, il y a beaucoup de cadavres. Mais ce qui est normal, puisqu'elle sépare deux promontoires, voire deux, je dirais, deux grosses montagnes. D'un côté, des établissements de recherche qui font de l'excellence scientifique, mais d'un point de vue technologique qui souvent s'arrête à la preuve de concept. Et en face, vous avez le monde socio-économique, des industriels qui innovent, qui parfois seraient prêts à innover avec des forces de recherche là aussi innovantes, mais qui vont mettre de moins en moins de moyens, si j'ose dire, pour que ces résultats puissent se les approprier. Donc nous, on fait ce travail de go-between, et comment? Grâce à un fonds que l'État nous a dédié pour une durée de 10 ans, destiné dans un premier temps à sécuriser ces résultats de la recherche par des brevets, on va expliquer pourquoi, et à mettre des moyens sur ce qu'on va appeler nous de la maturation technique, technologique, destinée à lancer des projets par exemple de prototypage pour faire avancer ces preuves de concept, mais en même temps de les marketer davantage, c'est-à-dire de faire en sorte que ces preuves de concept se rapprochent de besoins existants ou latents de ces acteurs du monde socio-économique, pour qu'in fine, en bout de processus de maturation, on puisse les transférer. Alors là, le processus ne s'arrête pas là, parce que si on dépose des titres, c'est pour protéger ces futurs partenaires licenciés qui, parce que c'est un processus noble, vont exploiter les technologies en nous rémunérant, puisqu'on a retour sur investissement, en les rémunérant. Ensuite, quitte à nous de redistribuer cette valeur ajoutée au fond de la SAT en direct, mais aussi aux établissements et aux inventeurs qui sont à l'origine de ces projets. Donc c'est un processus très long, très complexe, mais qui est quand même très motivant pour toutes les parties prenantes. Donc faire le lien, valoriser le transfert de technologie, c'est la mission de la SAT. Tout à fait. D'accord. C'est vrai que le terme valoriser, c'est un terme purement français. Les anglo-saxons ont plutôt parlé de knowledge transfer dans leur globalité. Le transfert de techno, c'est quelque chose de très technologique en l'état. Ça ne veut pas dire qu'après, on ne peut pas l'adosser à des promotions qui ne sont pas purement technologiques, via des conventions, par exemple, et des choses comme ça, des rassemblements de personnes ou d'entités. Merci Lionel Pujol. Alexandre Abad, je le disais un peu tout à l'heure en introduction de cette séquence, Décathlon Innovation, quelque part dans l'esprit collectif, c'est quand même le raccourci est assez rapidement fait pour tout le monde parce que vous êtes identifié comme une marque innovante. En quoi un projet comme le site, comme ICIT ULNE, aujourd'hui peut-être déjà concrètement ou demain, va participer justement à cette stratégie d'innovation de votre marque? On va vous prêter un micro si vous voulez bien. Oui. Merci. Bon, déjà, je pense qu'on travaille déjà pas mal avec toutes les forces de recherche de la région, donc beaucoup en intégrant notamment des profils, des stages, des thèses. Ce que ça va apporter, je crois que c'est ce que je dis, moi le mot qui me vient c'est simplification. Il me semble que, en tout cas nous, je pense que beaucoup d'entreprises ont besoin de comprendre le dispositif. Tout à l'heure, quelqu'un parlait d'acronymes, de difficultés à comprendre, et ça, je pense que ça peut aider. La découpe en 3 hubs, c'est extrêmement simple et je les trouve très pertinents, en tout cas très adaptés aux demandes des entreprises. Nous, on travaille systématiquement sur sport santé, produits un peu plus développement durable, et puis tout ce qui a été dit précédemment sur l'approche digitale auquel je souscris. Donc les 3 thématiques des 3 hubs existent et sont stratégiques chez Decathlon. Oui,
D'accord. Alors évidemment, lorsque ça va être la santé, ça ne va pas être aussi abouti et développé que ce qu'on a vu précédemment. Mais oui, tous les impacts sur le corps humain, des produits, c'est des thèmes adressés. Tout ce qui est produit respectueux de l'environnement, c'est essentiel. Et aussi l'ensemble de la production qui respecte l'environnement, c'est essentiel. Et la digitalisation, c'est vraiment au cœur de nos stratégies, puisqu'on passe de l'ancienne génération, des magasins brick and mortar, à un monde ouvert où c'est omnicanal, quoi. Voilà. Donc oui, on est sur chacun de ces thèmes-là. Donc si c'est plus simple, face à nous, ça va être beaucoup mieux. Et puis je trouve que finalement, nous, en tout cas, on s'ouvre plus, me semble, comme entreprise, et de plus en plus, les entreprises s'ouvrent ou sont forcées de s'ouvrir. Et je crois que l'université est en train de faire la même chose, donc il y a de fortes chances que on se retrouve. Chacun doit faire un pas vers l'autre, hein. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Je précise également que vous faisiez partie très tôt de la délégation qui a défendu le projet également, je pense. Donc s'impliquer, c'est aussi être un peu ambassadeur du projet. Hein, message aussi pour les éventuelles entreprises qui sont avec nous aujourd'hui. Très bien. On va continuer parce que vous l'aurez compris, le temps est un peu compté. Donc, le temps est un peu compté, on ne va pas non plus. Donc, maintenant, on va donner la parole à Isabelle Fournier. Isabelle, donc vous êtes lauréat donc, sur quelle thématique du Hub et quel est votre projet? Quel Hub, pardon? Donc lauréat Hub 1 dans le domaine de la santé. Oui. Et donc avec un projet qui s'appelle Snoop Eye pour renifleur intelligent qui porte sur le développement d'un nouvel outil pour permettre le diagnostic de patients atteints de cancer sur la base des molécules organiques volatiles. D'accord. Donc le cancer, c'est un sujet qui revient souvent dans les sujets de santé. D'accord. Comment ça s'est passé comment dire, aujourd'hui, le prix que vous avez, ça va vous aider en quoi? Alors, le prix va nous permettre de continuer à acheter des équipements pour effectivement finaliser un premier prototype qui nous permettra d'acquérir les données pour déposer un brevet. Et ensuite, espérons-le, pouvoir passer en maturation, de la prématuration à la maturation via accompagnement de la SAT-Nord. Alors, vous m'avez expliqué concrètement, un chirurgien, demain, le dispositif va l'aider. C'est ça dans son acte? Alors là, vous parlez d'un deuxième projet. De l'autre projet, donc c'est Spider-Mass, c'est ça? Oui. Alors peut-être que je peux replacer ça dans le contexte. En fait, le laboratoire a la chance et l'opportunité de collaborer avec une start-up innovante en région depuis plusieurs années, qui est la start-up Oncovet Clinical Research, dont le PDG est le docteur Dominique Tierney. Donc une société qui fait de la préclinique dans le domaine oncologie vétérinaire. Et cette collaboration s'est vue concrétisée par l'obtention d'un label laboratoire mix, laboratoire public-entreprise. Donc on espère pouvoir accueillir bientôt dans nos locaux les chercheurs de la société OCR. Et donc autour de cette équipe mix laboratoire-entreprise financée par la région des Hauts-de-France, on développe plusieurs projets, dont le projet Snoop Eye et le projet dont vous parliez, qui est le projet Spider-Mass, qui lui est un projet où on aimerait pouvoir réaliser du diagnostic et de la chirurgie guidée sur la base de données moléculaires de spectrométrie de masse au bloc opératoire. D'accord. Je suis désolé, on va devoir accélérer par rapport à ce qu'on avait dit, mais un message positif, c'est que vous avez, dans vos perspectives, la création d'une start-up d'activité et d'emploi. Donc c'est aussi de la création d'activités. Les perspectives du projet Spider-Mass qui est en fin de maturation. Ça, c'est la création d'une start-up à laquelle souhaiterait s'adjoindre le docteur Tierney. Donc c'est une bonne chose. Parfait, l'aventure continue pour vous. Tout à fait. Merci beaucoup. Michael Baudouin, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur votre projet? Alors, notre projet ici de prématuration vise à développer des pinces acoustiques qui permettent de manipuler précisément, sélectivement et sans contact des objets qui vont de la centaine de nanomètres jusqu'au millimètre. Alors la technologie, elle repose sur des classes d'ondes un petit peu particulières qu'on appelle des vortex acoustiques. Et pourquoi on les appelle des vortex acoustiques? Parce qu'en fait, ils ont une structure tournante comme un vortex hydrodynamique. Et comme un vortex hydrodynamique, si je place une particule au centre de mon vortex, sur le bord de mon vortex, elle va converger vers le centre et elle va y rester piégée.
Alors, comment je génère ces vortex acoustiques? En fait, je vous ai amené une vraie pince qui tient une pince acoustique. Et vous voyez à quel point la pince acoustique, c'est un objet miniature. Et la différence entre la vraie pince et la pince acoustique, c'est que la vraie pince, pour pouvoir tenir mon objet, il faut que je puisse avoir un contact physique, alors que ma pince acoustique, elle va pouvoir manipuler des objets à distance. Alors il existe d'autres technologies, par exemple des pinces optiques, qui sont des concurrents directs de nos pinces acoustiques, mais la différence, c'est qu'avec des pinces acoustiques, on va pouvoir exercer à même puissance injectée 100 000 fois plus de force qu'avec des pinces optiques. Et ça, c'est fondamental, par exemple, si on veut manipuler des objets biologiques, parce que si je mets trop de puissance, je vais chauffer et je vais venir dénaturer mes objets. Alors, quelles sont les applications? La première application, celle qu'on vise dès le départ, c'est que c'est toutes les personnes qui, le matin, allument leur microscope et ont des cellules sur, par exemple, leur slide, et puis on va vouloir les manipuler pour les observer, etc. Ça, c'est la première application. Mais il y a aussi des applications dans des domaines d'avenir, comme l'ingénierie tissulaire, où on doit pouvoir positionner précisément des cellules, ou la micro-robotique, où il va falloir bouger des objets, par exemple in vitro, en utilisant des techniques non invasives. Merci beaucoup. Je suis désolé, on va devoir enchaîner, mais je rappelle que toutes les personnes qui sont là auront la possibilité de venir à votre rencontre, et de toutes les autres personnes tout à l'heure pendant le cocktail. Merci beaucoup. Sébastien Paul, présentez-nous votre projet en quelques mots, s'il vous plaît. Oui, en fait, si vous permettez, je voudrais globaliser ma réponse, puisque sur l'estrade, tout à l'heure, il y avait 3 membres de mon équipe, et donc plutôt que de parler du seul projet que je porte, je vais juste dire un mot sur l'ensemble. Si c'est synthétique, c'est encore plus formidable. Mais je synthétise, vous allez voir. Donc en fait, notre préoccupation dans l'équipe de recherche valorisation des alcanes et de la biomasse que j'anime, c'est de préparer la chimie industrielle de demain. En fait, on développe les procédés catalytiques qui seront implémentés dans les bioraffineries demain, qui va participer au déploiement de la bioéconomie, notamment en région. On sait qu'on a un très fort projet autour de ça. Et donc, c'est produire les molécules qui sont aujourd'hui disponibles, mais essentiellement basées sur le pétrole. Par exemple, toutes les bouteilles d'eau qui sont autour de nous sont toutes issues du pétrole. Dans un des projets qu'on porte, eh bien, on va essayer de participer à la chaîne qui conduit à cette production de bouteilles d'eau, mais à partir de composés de déchets d'exploitation forestière ou agricole. Donc nous, on apporte notre pierre à l'édifice sur toute la chaîne de valeur, en collaboration avec une université italienne de Bologne. Et puis derrière, des collègues de l'université de Stanford reprennent la molécule que nous on produit et vont plus loin dans la chaîne de valeur. Donc c'est vraiment un des projets, un des 3 projets qui sont lauréats ce soir, mais qui permet de montrer qu'il faut une collaboration des chercheurs, non seulement multidisciplinaire, c'est extrêmement important. On a entendu parler de collaboration entre la biotechnologie et la chimie tout à l'heure. C'est à mon avis quelque chose de très important pour demain. On bénéficie aussi d'un outil formidable qui permet d'accélérer la recherche. On a un Equipex dont j'ai la responsabilité qui permet d'utiliser des robots qui permettent d'accélérer par un facteur 10 en fait, la recherche, et ce qui nous a permis de déposer 18 brevets sur les 4 dernières années. Derrière ça, effectivement, il y a la vallée de la mort dont on parlait tout à l'heure, et on a besoin d'être accompagné pour faire que, évidemment, pas tous ces brevets, mais quelques-uns puissent devenir des succès. Et pour ça, on a besoin d'être accompagné parce que ce n'est pas notre expertise de pouvoir faire ce travail. Donc la SAT est là pour ça et on est ravis d'avoir 3 projets retenus qui vont être accompagnés par la SAT pendant ces prochains mois. Et avis aux autres partenaires. Merci beaucoup pour votre participation. On aura l'occasion de revenir vers vous tout à l'heure pendant le cocktail si des questions se posent dans la salle. Merci beaucoup. Et merci aussi parce que vous avez parlé de Stanford, vous avez parlé de Bologne, et la transition est toute trouvée pour la dernière thématique de notre rencontre de ce soir, car le 4e axe, c'est augmenter la visibilité à l'international. Nous allons voir dans cette dernière étape quelles sont les informations que Didier, notre complice, a pu récolter. Madame O'Connor? Oui, c'est moi. Ah, super, c'est moi qui vous ai appelé. Ah d'accord, je suis venue avec mon collègue Pierre Mathieu. D'accord. Est-ce que je peux vous proposer d'avoir un petit café? Oui, avec plaisir. Bon, bah, super, allons-y alors. Alors, le motif de ma visite est important. ICIT-ULNE. L'objectif est de créer une université dans le top 50 européen. Est-ce qu'on a besoin des autres pour y arriver? Oui, bien sûr. On ne peut pas y arriver toute seule.
Oui, et on a besoin des autres, c'est clair, et puis on a besoin sans doute de s'appuyer sur des forces qui sont proches de nous sur le plan géographique. Il faut vraiment qu'on utilise la chance que l'on a d'être situé à proximité d'universités étrangères en Grande-Bretagne, en Belgique et aux Pays-Bas. Il faut vraiment qu'on construise notre projet de façon collaborative avec ses partenaires étrangers. D'accord, donc une situation géographique qui n'est pas anodine, hein. Vous comptez vous en servir? On va s'appuyer sur nos grands partenaires en Belgique, au Royaume-Uni et dans le sud des Pays-Bas. Et donc l'idée, c'est de créer un campus transfrontalier où les étudiants peuvent suivre des cours chez les différents partenaires pour trouver le meilleur chez chaque partenaire. On va retrouver, on peut dire, une certaine dynamique, hein, c'est ça, hein, plusieurs acteurs sur un même territoire, comme si par exemple je prends ces sucres-là, je me permets. Hein. Voilà, donc plusieurs acteurs, donc on peut parler d'une visibilité renforcée, certes, peut-être voilà, par rapport à ce sucre que je mettrais de côté comme ça. Donc visibilité plus forte, donc plus d'attractivité. Oui, alors plus visible, avec l'objectif qui est important pour nous d'augmenter notre nombre de doctorants. Donc cette visibilité, elle doit aussi nous permettre à nos doctorants de circuler dans les universités partenaires en fonction de leurs objets de recherche, bien sûr. Et puis ça peut aussi nous permettre d'accueillir ponctuellement des doctorants de ces universités partenaires de façon à également enrichir leur background en leur permettant de circuler entre les 4 ou 5 universités qui vont travailler avec nous. Certes, mais est-ce qu'il n'y aurait pas peut-être un équilibre plus précaire? Oui, c'est une possibilité, mais je pense que c'est un travail, la construction de ce campus et de ces partenariats, c'est un travail de longue haleine. Il faut que chaque partenaire trouve son compte. D'accord. Donc ça va se construire sur une période de 10 ans au moins, peut-être plus. Mais si on se met chacun autour de la table, on va y arriver. Je peux vous proposer un dernier sucre? Voilà, donc vous l'avez vu, les choses à l'international, en tout cas le projet eCityLune offre de nombreuses perspectives à l'international, de nombreux défis. Pour nous en parler, nous allons retrouver quelqu'un que nous venons de voir à l'écran, donc Kathleen O'Connor. Merci de l'accueillir. Et Pete Desmet, qui est venu accompagné d'un collègue, c'est ça? Je vais vous donner un micro. On va rester debout si ça ne vous dérange pas. On n'est pas nombreux. Les gens un petit peu fins, hein, donc on s'est mis d'accord déjà sur les principaux messages à faire passer. Donc présentez votre collègue. Vraiment, nom, prénom, fonction. L'infime plaisir de vous présenter en fait mon prédécesseur. C'est le recteur Marc de Pape du campus de l'Aculac, vice-recteur de l'Université de Leuven. Comme il était dans la salle, je trouvais qu'il était impératif que je lui demande tout de même de se joindre à nous, d'autant plus qu'il est le père fondateur d'une des idées qu'on va présenter dans quelques instants. Attachez vos ceintures. Merci. Kathleen O'Connor, donc vous êtes coordinatrice de la coopération internationale pour la Fondation. Il s'est passé autre chose dans l'après-midi. Est-ce que vous pourriez nous remettre un peu dans le contexte, hein? Vous êtes là depuis déjà un petit moment cet après-midi. Oui, donc avec l'Université de Lille et l'ICIT, on a organisé un événement qui est un peu précurseur à la conférence sur le processus de Bologne qui aura lieu au mois de mai à Paris. Donc le processus qui a permis de construire un peu tous les échanges et les coopérations en Europe. Donc on a organisé un événement pour écouter les différents acteurs impliqués dans les échanges en fait. Donc d'abord les étudiants. On a écouté des étudiants qui avaient participé à des échanges pour avoir leur point de vue sur les points forts et les points faibles, les défis du processus de Bologne. Et ensuite, on avait rassemblé un panel d'experts, donc European University Association, Agence universitaire de la francophonie, une experte de l'Université de Gand et quelqu'un du London School of Economics pour parler d'un autre point de vue sur ce processus. Donc, on a réussi à rassembler un public d'étudiants, de professeurs, etc. Enfin, et je suis très heureuse parce qu'on avait aussi des représentants des universités, donc partenaires, l'Université de Gand et l'Université du Kent, qui avaient envoyé des représentants. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous exposer quelques exemples concrets de collaboration internationale dans le domaine de la recherche, etc. Je pense que Pete et son collègue vont présenter tout ce qui se fait entre l'Université de Lille et les partenaires de l'ICIT.
Et on a vu juste avant une carte qu'il KU faut peut-être Leuven. remettre à l'écran parce que ça permet de visualiser quand même. Donc voilà, ça vous donne une idée de ce qu'on souhaite construire. Donc c'est un projet de campus transfrontalier qui se base sur nos collaborations qu'on a avec la KU Leuven, l'Université de Gand, l'Université du Kent. On espère aussi avoir quelques universités peut-être du sud des Pays-Bas. Qui est sur le modèle de l'ECOR à Strasbourg, donc qui est un campus européen avec la Suisse et l'Allemagne, donc qui permettra aux étudiants de tirer le meilleur, comme j'ai dit dans la vidéo, de chaque partenaire. Donc, il existe un campus transfrontalier qui vous sert un peu de modèle ou d'exemple d'inspiration. Voilà, à c'est Strasbourg. ça. D'accord. Vous m'avez donné une information intéressante en matière de mobilité étudiante. Oui, ah oui. Ah oui. C'est juste pour expliquer que les échanges avec la Belgique et le Royaume-Uni, les Pays-Bas, ça existe déjà. En titre d'exemple, sur les 3 dernières années, entre l'Université de Lille et la Belgique, il y a eu 200 étudiants en échange, ce qui est beaucoup pour un seul pays. D'accord. Merci beaucoup. Pete Desmet, vous n'êtes pas récent dans le dispositif parce que vous faisiez aussi partie des personnes qui ont porté le projet. Concrètement, aujourd'hui, quel est l'état des lieux des échanges engendrés, envisagés dans le cadre de ces relations internationales? Disons que l'état des lieux est simple et par là très prometteur. L'ambition de l'Université de Leuven et de son campus de la CULAC, de son campus de Bruges et bien sûr son campus de Leuven même, était dès le départ de fortifier, de solidifier les liens qui existent et qui, en fait, qui sont des liens de longue date entre les partenaires lillois et l'Université de Leuven. Rien qu'en matière de recherche, on a constaté que sur la période 2012-2016, il y avait rien que dans les sciences exactes et les sciences biomédicales, non moins de 500 publications dans des top journals internationaux, des revues internationales peer-reviewed, top. Je veux dire, pour nous, ça veut dire que l'excellence de l'ICIT était déjà là, dans un certain sens, avant l'ICIT. L'ICIT ne fait que solidifier, est une structure solidifiante qui, dès lors, pour l'Université de Leuven, est cruciale. Et donc, nous sommes ravis de pouvoir être le premier partenaire international de ce dispositif particulièrement puissant. Et en fait, on a le plaisir de vous annoncer qu'on a déjà un premier résultat. Cette collaboration ne date d'hier, mais elle se concrétise aujourd'hui même. Et je passe volontiers 30 secondes la parole à mon prédécesseur qui a fait en sorte qu'on puisse effectivement vous dire qu'on a un premier résultat. Je vais me faire rouspéter, hein, je vous le dis. Ben, je vais repasser le mot parce que c'est lui qui est maintenant responsable pour le projet, mais je pense que c'est important qu'on a fondé au CULAC une EduLab pour le développement de la pédagogie numérique. Donc, volontiers, je vous donne la parole. Voilà, et c'est à base de ce labo et cette collaboration qu'on a finalement décidé de lancer 9 thèses de doctorat en co-tutelle, financées pour 6 thèses par l'ICIT, pour 3 thèses par Leuven. La décision est prise, elle doit avoir encore l'aval du conseil académique de Leuven mardi prochain, et à ce moment-là, on est prêt pour le départ. 9 thèses, ça veut dire que déjà aujourd'hui, la collaboration est réalisée grâce à l'ICIT. Et pour demain, ça veut dire qu'on va solidifier les liens entre 9 labos d'excellence lillois et 9 labos d'excellence de la KU Leuven. Donc ce que vous appeliez des laboratoires multisites. Absolument. On veut créer des laboratoires multisites transfrontaliers et concrétiser par là le concept réel de campus européens transfrontaliers, des campus de proximité et qui concrétisent l'internationalisation. On le fait au niveau de la recherche, on le fait deuxièmement au niveau de la technologie éducative. Mon prédécesseur vous en parlait. Grâce à lui, on a pu lancer l'EduLab, qui est en fait un learning space, un learning center à l'intérieur duquel on est un centre d'expérimentation en technologie éducative. Et bien, grâce à l'ICIT, on va là encore solidifier les liens des deux côtés de la frontière en matière de technologie éducative. Conclusion pour moi, si vous me permettez, monsieur le modérateur, est que déjà maintenant, le campus européen est non seulement en construction, c'est une réalité. C'est une réalité physique. Nous sommes à 20 minutes l'un de l'autre.
Je viens de Leuven et là, malheureusement, j'étais à 3h25 de Leuven, mais c'est un petit détail. Grâce à la technologie, on peut être beaucoup plus vite ici à Lille. Donc la proximité est là, la collaboration est là, recherche, technologie. Faisons également un volet enseignement. C'est ce qui manque encore. Pourquoi ne pas mettre en place des summer schools dans cette région-ci, des summer schools multilingues sur les thématiques sur lesquelles travaillent nos labos d'excellence, qui travaillent ensemble dans les 3 hubs? Pourquoi ne pas lancer et penser à un master international multilingue dans cette région-ci? On parle beaucoup campus européen, et c'est vrai que l'Université de Leuven va annoncer demain une certaine prise de position au niveau international, et l'idée est de créer un premier cercle de réseau international, et que l'Université de Leuven, dans ce réseau, implique ses partenaires davantage régionaux au sens positif du terme. L'idée étant que Lille, Londres, Louvain constituent ensemble un triangle local qui s'intègre à un réseau radicalement européen. L'engagement, et en fait notre vice-recteur à l'international a pris contact avec Fabienne Blaise aujourd'hui encore pour confirmer que l'Université de Leuven s'engage formellement, et je le rappelle ici aujourd'hui, à inscrire l'ICIT dans le réseau européen qui se construit autour et avec l'Université de Leuven, Sorbonne, etc. Merci. Les idées sont lancées, les annonces sont faites. Merci beaucoup, Pete Desmet. Kathleen O'Connor, vraiment très rapidement, désolé, en quelques mots, selon vous, les enjeux demain en matière de relations et de création de ce campus transfrontalier, pardon. Et je pense que Pete a déjà bien annoncé la chose. Donc, on espère intégrer aussi d'autres partenaires. Donc, on a des partenariats forts en Belgique avec l'Université de Gand, l'Université catholique de Louvain. Au Royaume-Uni, on est en discussion avec l'Université du Kent. Et on a un déplacement déjà prévu à l'Université de Wageningen, aux Pays-Bas, très bientôt. Donc, on est en train de constituer un groupe de travail. Donc, tous ces partenaires ont accepté de travailler avec nous. Donc, on va construire vraiment le campus de demain. Gageons que ces universités seront partenaires réellement, concrètement demain. C'est l'objectif également. C'est l'objectif. Merci beaucoup. Merci pour la rapidité et l'efficacité de vos interventions. Pour conclure, je vais demander à Fabienne Blaise de me rejoindre. Un mot de conclusion par rapport à tout ce qui a été dit aujourd'hui, Fabienne Blaise. Merci. Alors, très brièvement, bravo, merci et au cocktail. Parfait.